Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, 11e édition du Relais pour la vie au Témiscamingue, Semaine québécoise des personnes handicapées, ensemble bâtissons une société plus inclusive, et le RIFT dévoile sa programmation automnale. Bonjour et bienvenue à InfoTémis. La 11e édition du Relais pour la vie aura lieu le 1er juin prochain au Témiscamingue. Le comité organisateur, présidé par Valérie Lalonde, invite la population à prendre part à cet important événement. D'ailleurs, en raison des travaux de rénovation qui sont présentement en cours à l'Aréna Frère Arthur Bergeron, l'édition 2018 du Relais prendra place dans le stationnement de l'église de Ville-Marie. Il est encore possible de s'inscrire ou inscrire une équipe. Il suffit de se rendre sur le site du Relais. C'est au relaispourlavie.ca. L'achat de luminaires en l'honneur ou en mémoire d'une personne chère est présentement possible dans 3 commerces, soit à la Gaufrière et au journal Le Reflet, tous les deux à Ville-Marie, ainsi qu'à la station-service La Rochelle de Fabre. Le Relais pour la vie est un moment privilégié pour célébrer la mémoire des personnes emportées par la maladie et rendre hommage à ceux qui se battent contre le cancer. Nous avons discuté de l'événement avec la présidente Valérie Lalonde. Valérie, vous êtes la présidente du Relais pour la vie et aussi directrice générale du journal Le Reflet. L'année dernière, le journal Le Reflet a repris les rênes du Relais pour la vie. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe aussi cette année? Non, cette année, il y a encore des membres du Reflet qui en font partie, mais il y a aussi la population. Là, on avait fait appel à la population, puis ça a bien répondu. On a des nouveaux qui travaillent pour Reflet, qui font partie du comité avec nous. Et vous, de votre côté, qu'est-ce qui a fait que vous avez continué dans l'organisation? Bien, j'ai un attachement au cœur pour le relais. Je l'ai fait pendant des années. Avec l'organisation l'année passée, j'ai vraiment aimé ça, vivre l'autre côté. Fait que oui, je continue pour ces raisons-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est, le Relais pour la vie? Le Relais pour la vie, c'est une marche pour le cancer. On marche, cette année, on marche juste 6 heures, de 6 heures à minuit. Avant, c'était 12 heures. Les gens ne répondaient plus autant aux 12 heures pour toute la nuit. Fait qu'on a essayé un projet pilote. On est la 2e année qu'on le fait. On va voir après avec les statistiques de la Société canadienne du cancer si on continue comme ça pour nous aussi. Mais en gros, c'est ça. C'est de marcher, c'est de se rassembler. Il y a beaucoup, on a un souper des survivants aussi, qui sont les survivants du cancer, avec des accompagnateurs. Il y a de la cérémonie des luminaires. Il y a plein de choses qui entourent cette soirée-là. Là, quand on s'inscrit, ça implique quoi, en fait? Comment ça fonctionne, là, concrètement? Ça implique qu'on se forme une équipe. Ça prend un capitaine par équipe. On se forme une équipe d'à peu près, on dit entre 6 et 12 personnes. Il y a des frais d'admission de 15 $ quand on s'inscrit. Moi, je le compte un peu comme notre contribution à nous. Puis, on donne un objectif d'à peu près 150 $ par personne à ramasser en sous. Donc, chaque personne recueille des dons pour les apporter lors du Relais pour la vie? Oui, c'est ça. OK. Et une fois rendu sur place, comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde marche en même temps? Tout le monde tourne en rond? Qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, on a une piste qui est en rond, qui est autour des luminaires qu'on va allumer à 10 heures. Fait qu'on marche autour de ça et tout le monde marche ensemble. Il y a la cérémonie d'ouverture qui est avec les survivants. Habituellement, on en a une centaine qui ouvrent la marche avec les gilets jaunes pour dire que c'est des survivants du cancer. Puis après ça, c'est ça. Jusqu'à minuit, on marche tout le monde ensemble avec de la musique. C'est une belle activité. En même temps, c'est festif, oui. Qu'est-ce qui se passe si la température n'est pas clémente? C'est pas arrivé souvent dans les 11 dernières années. Je pense que c'est arrivé une fois qu'on était obligé de s'en aller dans l'aréna. Cette année, c'est dans le stationnement de l'église.
S'il y a quelque chose, on va voir parce qu'on a le sol d'église à notre disposition. Fait qu'au pire, on va regarder un plan B pour s'en aller en dedans, puis continuer. On le fait jusqu'à minuit d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez jasé tantôt des gilets jaunes pour les survivants. Est-ce qu'il y a d'autres marques comme ça qu'on peut reconnaître certaines personnes? Non, c'est vraiment les survivants avec les jaunes. Bien, il y a les oranges aussi, qui sont les accompagnateurs des survivants. Okay. Et les rouges, chez nous, le comité organisateur. Mais maintenant, avant, il y avait des gilets avec l'effigie de la Société canadienne du cancer pour tous les participants. Maintenant, il n'y en a plus. Fait que les équipes se font eux-mêmes quelque chose qui les représente. C'est pas obligé d'être un chandail, ça peut être un chapeau, ça peut être n'importe quoi. Si on est une personne toute seule qui n'a pas vraiment d'équipe, est-ce qu'on peut aussi participer au Relais pour la vie? On peut participer seul ou on a créé une équipe cette année qui s'appelle les Mélangés. Okay. On peut s'inclure dans cette équipe-là ou le faire toute seule. Et à toutes les années, il y en a qui le font tout seul aussi. Tu peux venir marcher aussi sans être dans une équipe ou marcher pour ramasser des sous, juste pour venir encourager, on l'accepte aussi. C'est ça, parce que dans le fond, toute la population est invitée, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Tout le monde. Parce que le cancer, ça touche tout le monde. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe avec les sous amassés? Les sous amassés vont beaucoup pour la recherche sur le cancer. Ça va aussi pour aider les personnes atteintes. Mais oui, ça va pour un peu tout ce qui entoure le cancer, mais beaucoup pour la recherche. Et si jamais on veut collaborer au Relais pour la vie, mais qu'on n'est pas disponible cette journée du 1er juin, on peut faire autre chose? Il y a les luminaires aussi qu'on peut se procurer? Oui, il y a des luminaires. Tous ceux qui font partie des équipes en vendent. Ici, au Journal Le Reflet, on en vend à la réception aussi. Sur place, le jour même, il va en avoir aussi à vendre. Fait que oui, on peut en acheter, c'est 5 $ chaque. Tout simplement. 1er juin, dans le stationnement de l'église de Ville-Marie, comment on fait pour s'inscrire en terminant? On peut aller en ligne sur le site de la Société canadienne du cancer ou on peut communiquer soit avec moi ou avec José Morin. On est sur Facebook, on est partout. Il y a une page Facebook aussi? Il y a une page Facebook du Relais pour la vie, Témiscamingue. Donc, on peut s'informer. Et là, c'est le 1er juin pour ici, à Ville-Marie, pour le Témiscamingue. Mais il faut savoir qu'il y en a plein d'autres aussi dans tout le Québec. Oui, c'est pas mal les 3 premières fins de semaine de juin qu'il y en a partout. Ça s'alterne d'une fin de semaine à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a un montant de la Société canadienne du cancer qu'elle espère amasser? Cette année, on n'a pas mis d'objectif. Okay. Non, on veut laisser ça aller parce qu'on sent un petit peu qu'il y a un relâchement un peu, qu'il y a beaucoup d'activités de financement. Okay. Fait que non, cette année, on s'en est pas donné, mais on espère, c'est sûr, en ramasser le plus possible. C'est donc un rendez-vous le 1er juin à l'église de Ville-Marie, dans le stationnement de l'église de Ville-Marie. Tous les détails, Société canadienne du cancer sur Internet et sur Facebook. Merci beaucoup. Merci. La Semaine québécoise des personnes handicapées est de retour pour une 22e édition. Du 1er au 7 juin prochain, la population québécoise est invitée à souligner cette semaine et à contribuer activement à bâtir une société plus inclusive. Selon des informations reçues par communiqué, au Québec, d'importantes avancées ont eu lieu en ce qui concerne la participation sociale des personnes handicapées. Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir vers l'atteinte d'une société plus inclusive. Sous-représentation en emploi, pauvreté, isolement social et inaccessibilité des lieux sont quelques-unes des réalités auxquelles sont confrontées, encore aujourd'hui, un grand nombre de personnes handicapées. Nous pouvons tous contribuer à réduire ces obstacles car c'est collectivement que nous pourrons faire bouger les choses, un geste à la fois. Que ce soit dans le cadre de nos études, de nos activités de loisirs ou au travail, nous pouvons agir dans les différentes sphères de notre vie pour accroître la participation sociale des personnes handicapées que nous côtoyons. Sachez d'ailleurs que des activités en ce sens se dérouleront au Témiscamingue. Nous avons rencontré une des responsables, Geneviève Harpin, qui est adjointe à la direction aux ateliers Camille. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Geneviève, si on commençait par la première question, qu'est-ce que c'est une personne handicapée? Bien, dans le fond, moi, tu vois, je suis allée chercher la définition de l'Office des personnes handicapées du Québec sur le site Internet qui mentionne que, dans le fond, une personne handicapée, c'est toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante, puis qui est sujette à rencontrer des obstacles à l'accomplissement d'activités courantes. Fait que dans le fond, moi qui travaille aux ateliers Camille, on travaille avec des gens qui ont des limitations. On appelle ça des personnes handicapées, effectivement. On parle beaucoup, nous, avec des gens qui ont des limitations. Parce que, tu sais, une personne handicapée, c'est ça. Ça rencontre des obstacles dans l'accomplissement de différentes activités courantes. Fait qu'on veut pas
souvent, quand on fait, je ferai un sondage sur le bord de la rue, c'est quoi pour toi une personne handicapée? C'est une personne en chaise roulante. C'est C'est à peu ça. près l'image qu'on a. Voilà. C'est ça, puis c'est plus que ça. Oui. Tu sais, tu peux avoir des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont de la déficience intellectuelle, ou qui me manque une jambe, qui est aveugle. Tu sais, c'est très large. Parce qu'effectivement, c'est des gens qui ont de la difficulté dans les différentes sphères de leur vie, dans le fond. Dès qu'il y a des limitations, Absolument. on dit que c'est une personne handicapée. Absolument. OK. Le thème de cette semaine-là, c'est Ensemble, bâtissons une société plus inclusive. Qu'est-ce que ça implique, ce thème-là? Ça, c'est le thème québécois, dans le fond, qui a été sorti. C'est le même que l'an passé, justement parce que, encore là, c'est l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, qui fait un thème, dans le fond, national. Puis nous, on s'arrime avec ce thème-là si on veut organiser des activités. Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est de dire que même en 2018, oui, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations, mais en 2018, il y a encore du chemin à faire pour que les personnes handicapées soient intégrées partout. Tu sais, oui, il y a encore de l'isolement, oui, il y a encore de la pauvreté, oui, il y a encore des lieux qui sont inaccessibles, aussi curieux soit-il en 2018. Donc, puis ils sont aussi souvent sous-représentés en emploi. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est de dire que c'est collectivement qu'on peut bâtir justement une société inclusive, faire en sorte que peu importe qu'on ait des limitations ou pas, il y a de la place partout. Que ce soit justement sur le marché du travail, que ce soit au niveau social, au niveau de l'accessibilité des lieux. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que l'Office a sorti ce thème-là. C'est de diminuer les obstacles, en d'autres mots? Oui, c'est de diminuer les obstacles, puis faire en sorte que nos actions reflètent un peu qu'on n'est pas tout seul dans la société. Tu sais, pour nous autres, il y a beaucoup de choses qui sont faciles, puis qu'on y pense pas. Mais des fois, quand tu t'y attardes, justement, c'est là que tu te dis hey, « c'est vrai, j'avais pas pensé à ça ». Tu sais, oui, on essaye de faire des rampes, exemple, pour personnes à mobilité réduite, mais tu sais, si la rampe est comme ça, puis la porte trouve comme ça, exact. Bien là, on a un trouble, tu sais, là. Fait que, tu sais, c'est des choses, des fois, qu'on pense pas, puis effectivement, c'est de défaire les obstacles, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, justement, la société, puis de rendre ça plus inclusif, effectivement. Est-ce que vous en avez d'autres exemples concrets de ce qu'on peut faire? Bien, tu vois, j'allais justement sur le site de l'OPHQ qui donne des très bons exemples de choses, puis ça me faisait justement penser, de me dire, hey, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Exemple, si j'étais propriétaire d'un commerce, ils disent, bon, bien, vous pouvez éviter de placer des présentoirs de produits dans les allées parce que ça peut constituer un obstacle pour des gens qui sont à mobilité réduite. Fait que, tu sais, les allées, les garder libres, les produits les plus courants, c'est sûr que c'est très marketing, là, des commerces ou des épiceries, mais tu sais, ce qui est à portée de main, les produits les plus courants, tu sais, ce qui se vend le plus puis qui est en haut de la tablette, bon, là, c'est sûr que des fois, ils n'ont pas tout le temps le choix là, de mettre le produit. Vous allez à l'école, mais tu sais, si vous voyez toute forme de discrimination ou d'intimidation face à une personne handicapée, de le nommer tout de suite à un adulte. Vous êtes un utilisateur de réseaux sociaux. Bien, soyez un relayeur d'informations. Vous voyez de l'information passer qui valorise une participation, qui valorise quelque chose par rapport aux personnes handicapées, bien, de partager l'information. Je voyais aussi... vous embauchez justement du personnel, bien, considérez l'embauche de personnes handicapées, les compétences que vous cherchez. Parce que c'est effectivement, tu sais, des fois, oui, il y a des tâches que, bon, il y a des personnes handicapées qui ne pourraient pas faire parce qu'ils ont une chaise roulante, parce qu'ici, parce que ça. Bon, ça, c'est pas grave, mais il y a aussi des gens qui peuvent faire le même job que moi puis toi, tu sais. Puis que des fois, bon, on n'est pas nécessairement à l'affût de tout ça, mais c'est pour ça qu'on existe aussi les ateliers Camille. Donc, si je comprends bien, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Ça peut être au primaire, à l'école, jusqu'à 97 ans. Là. Absolument. C'est toute notre vie. Absolument. Toutes les personnes peuvent faire quelque chose. Oui, on peut toutes poser une action pour sensibiliser ou pour être davantage à l'affût qu'il existe des personnes handicapées, puis que des fois, nous, dans notre quotidien, on peut poser juste un petit geste
qui va faire toute la différence. Exactement. Fait que c'est pour ça que durant la semaine, ben, on va en parler davantage, justement pour éveiller les soupçons. Ben, pas les soupçons, mais tu sais, semer des petites graines de même en disant, ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, tu sais, je pourrais faire ça. Ouais. Donc, pour le Témiscamingue, Geneviève, il y a des organismes qui ont décidé de se rallier ensemble pour souligner cette semaine-là des personnes handicapées. De quel organisme on parle? On va les regarder parce qu'il y en a 4 en tout. Donc, le premier organisme? C'est l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue, la PET. On a la Société de l'autisme, l'Abitibi-Témiscamingue, le transport adapté du Témiscamingue puis les ateliers CAMI. Dans le fond, la PET, l'Association des parents d'enfants handicapés, c'est un centre de jour, c'est des activités, c'est des personnes handicapées qui fréquentent l'organisme. Fait que dans le fond, il y a toutes sortes d'activités de préparer durant la semaine, tant pour développer leur côté moteur, sensoriel, développement cognitif, tu sais, c'est toutes sortes d'activités sociales, de la natation, au jeu de poche, aux cartes, au bricolage, tu sais. Fait qu'il y a des animateurs qui sont là. Fait que, tu sais, c'est vraiment un centre de jour où est-ce que les gens qui ne fréquentent plus l'école peuvent aller, toujours en collaboration là, avec justement le transport adapté. Ça développe leur côté social, ça poursuit leur côté social après l'école. Absolument. Pour ce qui est de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas si connu. Non, puis ça fait vraiment beaucoup d'années qu'ils existent. Leur siège social, si je peux dire, est à Rouen, mais ils se déplacent, là. Ils peuvent se déplacer partout en région parce que, justement, encore là, la loi de l'éducation permet à une personne handicapée d'aller à l'école jusqu'à 21 ans. Mais après, tu sais, il y a comme un trou. Tu sais, il y en a qui, c'est difficile, qui ne pourront jamais intégrer le marché du travail. Donc, il fallait réfléchir à un répit aussi, des fois, pour les familles. Puis, la personne aussi qui a un trouble du spectre de l'autisme, tu sais. Fait que, dans le fond, leur mission, c'est de promouvoir le bien-être des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme et leur famille et de sensibiliser la population en général. Fait que, dans le fond, ils offrent des services d'accueil, d'orientation, de soutien, d'accompagnement et de formation aux familles d'enfants et d'adolescents, aux adultes, aux organismes communautaires, aux intervenants, aux professionnels, ou, tu sais, dans le fond, toute personne intéressée à avoir de l'information, justement. Excuse-moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les familles qui sont aux prises avec l'autisme doivent connaître l'existence de cet organisme-là, mais pour les autres, on n'en entend pas parler, donc c'est important de le savoir aussi que ça existe. Absolument, parce que moi, je pourrais, en travaillant aux ateliers CAMI, avoir une référence de quelqu'un en emploi qui a un trouble du spectre de l'autisme. Mais, tu sais, des fois, tu dis, OK, mon Dieu, attends un peu. Là, moi, comment j'aborde ça? Ouais, moi, je connais pas toutes les problématiques. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un bel outil de référence où tu peux appeler et dire, bon, ben j'ai telle personne, tu sais, c'est ça son diagnostic, quel emploi qu'elle pourrait occuper, comment qu'on interagit pour que ça soit plus facilitant. Fait que c'est vraiment génial. Puis c'est aussi un centre de jour pour adultes autistes non autonomes. Fait que, tu sais, on parle d'adultes parce qu'effectivement, jusqu'à 21 ans, sont souvent en milieu scolaire. Fait qu'après ça, ben ils ont plus accès à des services de la commission scolaire, justement. Fait que c'était primordial pour eux autres de leur offrir un milieu de jour pour, comme tu dis, continuer de socialiser, maintenir les habiletés qu'ils ont acquises. Fait que, tu sais, fait que c'est vraiment, il y a des activités sociales, des activités sportives, artistiques, structurées ou non. Fait que, tu sais, puis en même temps, c'est comme disait Tommy, qui est le directeur, le coordonnateur de la société. Tu sais, on répond à toutes sortes de demandes. Fait que, tu sais, j'énumère quelques activités qu'ils font dans le centre de jour, mais même là, tout est possible. Là, fait on peut appeler pour avoir de l'information là-dessus. Donc ça, c'est un autre organisme qui s'est joint au groupe pour les activités. Et on va revenir à toutes ces activités-là un peu plus tard. Le transport adapté du Témiscamingue. Oui, bien, le transport adapté, c'est les autobus qui font du transport collectif. Pour les personnes handicapées, dans le fond, leur mission, là, je lis sur mes feuilles pour ne pas mentir, c'est de contribuer à l'intégration sociale, professionnelle et économique de la clientèle en leur offrant un service de transport pour le travail, pour les études, les soins médicaux, même pour les loisirs. Puis quand les places
qu'il y a des places dans l'autobus, des fois des places vacantes. Le service est offert aux personnes âgées, aux clients du transport collectif, le baladeur. OK. Parce que sous la gouverne un peu du transport adapté, il y a aussi le service de transport collectif, là, le baladeur, où est-ce qu'on peut arrimer. Tu sais, moi, j'ai une voiture, je fais Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord à tous les jours. Bon, ben moi, je me cherche un transport. Fait que, tu sais, pour arrimer des Le transports. covoiturage. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, eux autres, ils répondent, là, ils font, regarde, tu vois, ils effectuent plus de 600 transports pour répondre aux besoins de transport de plus de 80 personnes âgées, d'environ 40 clients du transport collectif, tu sais. Puis ils ont beaucoup de clientèle. Ils se promènent sur tout le territoire avec les amènent à des activités, exemple, au centre de jour, à l'association de parents handicapés, au centre Frère Moffett, parce qu'ils offrent aussi des formations où ils peuvent suivre l'horticulture. Bon. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau moyen de transport qui est adapté, autant pour les chaises roulantes que pas. Fait que c'est une autre organisation qui fait partie du comité de la semaine au Témiscamingue. Et finalement, les ateliers Les Camille. ateliers Camille, où est-ce que je travaille, dans le fond, nous, on est là pour intégrer et maintenir en emploi des personnes handicapées. Je vous expliquerai pas tout le processus. Hein. Si on a des questions, on nous appelle. Mais c'est des gens, c'est ça, qui sont près du marché du travail. Parce qu'il existe différents programmes pour les personnes handicapées au niveau de l'employabilité. Quand on est plus éloigné du marché du travail, on va faire affaire avec la table Action Travail, qui, eux, ont un superviseur. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir un superviseur vraiment tout le temps avec moi qui va m'expliquer les tâches. Puis, une fois que je vais avoir très bien compris ma routine dans un milieu de travail X, le superviseur va tranquillement s'éloigner. Puis là, moi, je vais rentrer dans le décor aux ateliers Camille. Mais sinon, les gens viennent chez nous. Ils sont quand même plus près du marché du travail. Ils sont autonomes. J'ai pas de superviseur. Pas dans un volet. J'ai 2 volets de service, l'entretien ménager d'édifices publics. Fait que ça, c'est des contrats qu'on a un peu partout au Témiscamingue, puis on fait l'entretien, mais vraiment d'édifices publics. On fait pas de ménage à domicile ou privé. Voilà. Puis ça, j'ai 2 équipes avec 3 équipes même, parce que j'en ai une dans le secteur nord, mais les 2 équipes au secteur centre ont des superviseurs. Puis j'ai le volet location de main-d'œuvre. Bon, j'aime pas le terme, mais je ne l'ai pas trouvé plus beau. Fait que dans le fond, c'est des gens qui n'ont pas d'intérêt pour l'entretien ménager. On se dit, ben là, on peut pas offrir juste ça, tu sais, pour les... Bon. Fait que c'est des gens qui vont être dans n'importe quelle organisation de Témiscamingue que je vais louer les services à une entreprise. Fait qu'ils travaillent comme moi et toi d'un organisme, tout le monde... Personne à tout faire, finalement. Ben, ça peut être ça ou n'importe selon quoi. Tu sais, j'en leur- ai des secrétaires, j'ai des journaliers, j'ai des commis d'épicerie, tu sais. Fait que ça dépend vraiment selon leur capacité, le besoin de l'entreprise. Puis, tu sais, la majorité du monde savent pas qu'ils font affaire avec nous, puis... fait que, tu sais, ils sont vraiment intégrés C'est ça. dans l'organisation. Fait que nous, on est là pour assurer par la suite le maintien en emploi de ces personnes-là. Donc, pourquoi les ateliers Camille, le transport adapté du Témiscamingue, la Société d'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue et l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue ont décidé de se mettre ensemble, de s'associer pour cette semaine des personnes handicapées? Bien, tu sais, c'est la 22e édition de la Société québécoise des personnes handicapées qui fait la semaine québécoise, plutôt, excuse. Puis, moi, l'année passée, j'étais chez Camille, puis je me disais, ah, mon Dieu, il me semble qu'on n'a jamais entendu ça, on n'a jamais souligné ça. Fait que moi, j'avais fait à petite échelle des capsules radio avec des employeurs, des travailleurs, puis tout ça. Puis là, cette année, je parle avec mon amie Anne Villeneuve, qui est directrice justement au transport adapté, qui se dit, hey, c'est la semaine québécoise, tu fais-tu quelque chose? Fait que là, on s'est dit, mon Dieu, c'est vrai. Pourquoi qu'on fait des choses à petite échelle quand on entend parler de la semaine en prévention du suicide, on entend parler de la semaine nationale en santé mentale, il y a des petits comités, la semaine de la famille, tu sais, des semaines, il y en a. Fait que j'ai dit, très bonne idée. On fait plein de sortes de semaines. Pour une semaine, parler de la cause, Colin, on va se rassembler, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire justement ensemble pour être davantage visible, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est faire parler, oui, de nos organisations, mais de c'est quoi une personne handicapée au Témiscamingue, dans tous les volets, puis c'est ça, puis
en se parlant, on se rendait compte qu'on faisait chacun des petites actions, chacun de notre côté. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de se rassembler pour créer quelque chose cette année, là, pas de temps de plus grande envergure, mais du moins qu'on se rallie pour qu'on entende plus parler. Ça va être quoi les activités prévues? On a décidé de faire ça sur toute la semaine, qui est du 1er au 7 juin. Le premier étant un vendredi. Bon, ça commence le vendredi. C'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. Puis, bon, ben, on commence avec une entrevue ici, avec vous autres, tu sais, un peu de, justement, de parler de qu'est-ce qu'on fait dans nos organisations, à quoi qu'on sert. Par la suite, lundi, le 4, si je ne me trompe pas, on a une capsule radio. On va à la radio, faire un peu le même type là, qu'on fait aujourd'hui, un peu pour débuter la semaine. On va aller parler, justement, c'est qui les organisations, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Puis c'est quoi les services offerts, justement, aux personnes handicapées sur le territoire. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le mardi, on fait une visite surprise à un établissement. Donc, c'est une surprise? Tu comprendras que c'est une surprise. Okay, ça fait que je te dirai pas c'est qui l'établissement. Mais qui ont le souci... On essayait de, justement, comme on se disait, tu sais, de faire vraiment le tour un peu. Qu'est-ce qui existe pour les personnes handicapées? Puis on se disait, y a-t-il un organisme ou une entreprise qui, sans être obligée, a su adapter son entreprise, justement, rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Parce que sais-tu que quand tu ne travailles pas là-dedans, tu t'en rends pas compte, mais c'est pas si accessible que ça, même en 2018. Même moi, j'ai été surprise. Quand Anne nous apportait ça, j'ai fait, ben voyons, sérieux? Okay. Mais tu sais, des fois, c'est des allées qui sont pas assez larges, tu sais, puis c'est correct. Mais, fait que, en réfléchissant, on a voulu, c'est ça, on va aller mener une petite collation surprise à un établissement pour justement souligner l'accessibilité des lieux, puis qu'on voulait toucher aussi ce volet plus spécifique des personnes à mobilité réduite. Mercredi, mais puis tout ça, là, on va amener des Kodak puis de la patente, on va mettre ça sur les réseaux. Absolument. Donc, le mercredi, ce qu'on voulait faire, on voulait toucher le milieu scolaire, les plus jeunes, les jeunes handicapés. Fait que sur nos réseaux sociaux respectifs, on va faire un portrait de la classe Libellule à Saint-Eugène, qui est une classe là, spécifique au niveau adapté pour les personnes handicapées qui font beaucoup de choses puis qui débordent du cadre scolaire aussi, qui font de la natation justement avec ces jeunes-là pour travailler plein d'autres choses. Puis on trouvait ça comme super intéressant que le milieu éducationnel, dans le fond, laisse aussi de la place à sortir un peu du cadre puis à travailler d'autres choses. Fait qu'on va faire un portrait là-dessus sur nos réseaux sociaux. Puis jeudi, on fait une activité spéciale pour nos membres puis nos usagers respectifs, là. OK. Fait que... ces gens-là seront avisés de cette activité. Effectivement. Donc, la Semaine québécoise des personnes handicapées, c'est du 1er au 7 juin. Oui. Ces activités-là sont aussi du 1er au 7 juin, oui. Mais vous existez toute l'année aussi, là. Oui, c'est sûr. Oui, on existe toute l'année. Là, c'est vraiment de se dire, bon, mais pendant une semaine, on veut faire parler de nous, on profite de l'occasion, dans le fond, que c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées, pour parler nous autres, pour dire qu'est-ce qui existe puis qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'effectivement, oui, le milieu de l'éducation prend en charge beaucoup les personnes handicapées jusqu'à 21 ans, mais après, ben oui, il y en a plein d'affaires qu'ils peuvent faire. Ils ne sont pas obligés d'être isolés justement à la maison ou de dire, Caroline, hey, qu'est-ce que je pourrais faire? Il n'y a pas d'avenir. Tout dépendant de ton degré d'adaptabilité, de déplacement, de compréhension. Il y a plein de choses qui sont adaptées pour nos personnes handicapées. Fait que c'est ce qu'on veut faire, la promotion. Mais en même temps, effectivement, on est là toute l'année au quotidien. Si on veut plus d'informations, premièrement, sur les organismes, on peut visiter vos pages Facebook? Oui, nos pages Facebook. Des sites Internet pour certains aussi? Oui, pour certains, effectivement, il y a des sites Internet. Fait que c'est facile, là, maintenant, de nous trouver par les réseaux sociaux. Donc, oui, pour avoir de l'information sur les 4 organisations qu'on vient de parler, facile de nous contacter. Puis après ça, nous, on va pouvoir rediriger si c'est pas la bonne place. C'est ça. C'est ça. S'il y a un processus à faire pour de l'admission, tu sais,
ça donne rien que je t'explique tout ça parce que c'est lourd pour rien puis on s'en rappellera pas. Fait que, tu sais, si ça touche quelqu'un puis qu'il va avoir plus d'informations, tu sais, au pire qu'il m'appelle aux ateliers Camille puis je pourrais rediriger par la suite. Ouais. On a aussi parlé beaucoup de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec. On retrouve plein de petits exemples concrets pour justement participer à cette semaine des personnes handicapées. Donc, au OPHQ, il y a aussi un site web de ce côté-là. Oui, absolument. Une page Facebook aussi. Donc, tous les détails, c'est très, très facile à trouver. Oui, effectivement. Puis comme tu dis, tu sais, tantôt, j'avais ma petite feuille, là, puis je lisais, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées pour agir, pour poser des gestes concrets, peu importe. Vous faites quoi dans la vie? Et même en famille aussi, il y a des petites choses qu'on peut faire en famille. Oui, vraiment. Geneviève, merci beaucoup. Et quel message on donne à la population en terminant? Bien, moi, je pense qu'effectivement, si on se base sur le thème « Bâtissons un avenir plus inclusif », une société plutôt plus inclusive, juste d'être conscient. D'être conscient que oui, il y a des personnes handicapées sur le territoire, mais que oui, par de petits gestes concrets, des fois, on peut rendre la vie tellement meilleure à ces personnes-là. Fait que c'est de garder l'esprit ouvert, c'est d'être ouvert. Tu sais, moi, de plus en plus, en emploi, bien, c'est sûr que les employeurs nous connaissent. Puis c'est une belle réceptivité que j'ai sur le territoire, qui sont prêts à donner la chance en emploi des personnes. Fait que, tu sais, c'est de dire, c'est des fois un bonjour, un sourire. Pour nous autres, c'est rien, mais des fois, c'est tellement beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que d'être à l'affût, qu'ils font partie d'une société comme la nôtre, dans le fond, là. À même place, tu sais, comme nous, dans le fond. Voilà. Merci, Geneviève. Bien, merci, Nadine. Le RIFT dévoilait sa programmation automnale la semaine dernière, une soirée qui était exclusivement réservée aux membres. 18 spectacles seront présentés, une programmation que l'on dit aux multiples visages. En entrevue avec Lucie Charret de La Frontière, la directrice générale de la Corporation du RIFT, Amélie Cordeau, a indiqué qu'un des objectifs principaux lors de la préparation de la programmation, c'est d'atteindre un bel équilibre entre les différentes arts de la scène et les publics variés du territoire. Voici quelques-uns des artistes que vous pourrez retrouver au RIFT cet automne. Dumas, Brigitte Boisjoli, Émile Proux-Cloutier, les deux frères, Catherine Levac et Philippe Braque. Le Théâtre de la Loutre et celui du Tandem attireront eux aussi un public fidèle, de même que les grands explorateurs et les jeunesses musicales du Canada. La population du Témiscamingue recevra un dépliant dans sa boîte aux lettres donnant tous les détails au niveau de la mise en vente des billets. TV Témis était sur place lors du lancement de la programmation du RIFT. Voici un extrait de la conférence de presse. Ce soir, on vous dévoile la saison automne 2018 et c'est un drôle d'hasard parce que cet automne, il va y avoir 18 spectacles à vous présenter. En fait, on voulait aussi sortir notre programmation sur l'année, donc automne et hiver 2019, mais il y a plusieurs artistes qui sont sous embargo, donc on n'a pas le droit de dire avant septembre qu'ils vont sortir des spectacles. Alors, pour ça, bien, on est resté de façon saisonnière, donc 18 spectacles entre septembre et décembre qui s'en viennent pour vous. Il y en a beaucoup. J'aurai un préambule avant qu'on visionne la capsule avec beaucoup de merci parce que pour avoir des programmations, je vais lire aussi, soyez indulgents parce que j'ai beaucoup de choses. On est dans la fin d'année financière, on a la biennale, donc j'ai fait des notes. Donc, pour avoir des programmations riches en émotions et variées, je dois vous remercier, les membres, les spectateurs, les visiteurs, les cinéphiles. C'est environ 25 000 entrées que l'on compte au RIFT dans une année. Votre présence fait la différence pour un organisme à but non lucratif et en économie sociale comme le RIFT. Vous faites la différence dans la vie des artistes. Vous faites la différence dans la vie des enfants, que vous sensibilisez à la culture. Votre contribution, votre présence sont essentielles à la vitalité du RIFT. Avoir autant de services culturels au Témiscamingue impressionne en Abitibi, mais aussi partout au Québec. Je rencontre mes homologues au Québec et ils sont vraiment impressionnés par toute l'offre culturelle que le Témiscamingue peut avoir. Je pense que vous êtes au courant, le Témiscamingue est en préparatif d'une planification stratégique. Cette semaine, j'étais dans une rencontre de réflexion super intéressante avec quelques intervenants de différents domaines au Témiscamingue. Il y a une phrase qui est comme un peu la base de cette planification stratégique-là, qui est de faire ensemble du Témiscamingue, je suis un petit peu de politique, qui est de faire ensemble du Témiscamingue une collectivité rurale prospère où il fait bon
y vivre. Chose qui, quand même, on est déjà là-dedans, mais on veut maintenir ça pour notre région sous 3 principes, la mobilisation, la concertation et l'innovation. Pour vitaliser le Témiscamingue, il faut travailler ensemble pour consolider nos acquis et développer des actions pour qu'il reste en santé. Et le RIFT est essentiel à cette qualité de vie-là, pour les habitants et pour les futurs habitants qu'on veut qui arrivent ici. D'ailleurs, un autre grand merci aux municipalités qui saisissent l'importance d'investir dans cette qualité de vie-là pour garder les citoyens. De plus en plus, les municipalités contribuent au soutien du RIFT et s'impliquent et reconnaissent l'importance de ces services-là. Mais ce n'est jamais acquis. Alors, si vous croisez vos élus, vous pouvez leur en parler. Merci aussi aux entreprises partenaires du RIFT qui le soutiennent de différentes façons, que ce soit un partenaire pour un spectacle, des échanges de services, des rabais dans des restaurants le soir de spectacle à la présentation d'un billet. Bref, on sent les entreprises de plus en plus présentes. En fait, on est tous là pour la même chose, offrir des bons services aux gens au Témiscamingue. Merci aussi à Automobile Paquin, qui, pour la 2e année, est notre partenaire majeur et nous en sommes vraiment très contents. C'est une entreprise familiale depuis 70 ans qui est très impliquée dans sa communauté, dans différentes activités. Et les 3 gars et même l'ensemble de Automobile Paquin sont de très grands consommateurs de culture. Alors, merci à Daniel, Serge et Christian d'être encore avec nous cette année. C'est très apprécié. Le RIFT est aussi présent et investi dans sa communauté. C'est dans son ADN, par les cours aux enfants privés, en milieu scolaire, les ateliers en arts visuels qui sont issus des expositions dans notre salle. Donc, faire comprendre l'art visuel aux enfants, aux adultes, aux groupes sociaux. Quand on va dans les écoles secondaires faire des extraits de spectacles, un humoriste de passage ou un artiste que les ados aiment, on va leur faire un extrait pour dire « venez voir ça ». Quand on offre des billets à des événements, à des groupes sociaux pour qu'ils soient davantage sensibilisés à la culture, on fait des tarifs préférentiels pour des clientèles ciblées. On loue la salle, que ce soit celle-là ou celle-là, mais celle-ci, on loue la salle. La salle du RIFT est vraiment reconnue pour son acoustique et son équipement qui est entièrement numérisé depuis plusieurs années. Donc, on collabore beaucoup aussi avec les événements familiaux et les festivals de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, à la Galerie du RIFT, on fait un partenariat avec le Festival des guitares du monde, l'Abitibi-Témiscamingue. On fait ça depuis plusieurs années. En collaboration avec la Chambre de commerce, on offre en formule 5 à 7. Il y a 2 artistes qui vont aller dans les écoles, je crois Saint-Bruno, Laverle-le-Cher. Ils passent 2 journées dans les écoles pour ces 2 artistes qui font de la musique africaine. Donc, on a comme saisi cette opportunité-là. Ils sont déjà en région, sont déjà au Témiscamingue. Donc, on va créer une rencontre entre ces artistes-là, la troupe de danse africaine du Témiscamingue et la communauté africaine qui est de plus en plus importante au Témiscamingue, qui vont être là, qui vont nous faire découvrir des bouchées, des cocktails, ils vont faire des tresses. Ça va être vraiment festif. Les gens vont danser. Bref, je vous invite, ça coûte 8 $. C'est à la Galerie du RIFT, ça va être vraiment festif. Après de nombreuses demandes répétées année après année, le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord obtient enfin une subvention au fonctionnement pour l'année 2018. Il s'agit d'une mesure transitoire du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Aussi, depuis 2 ans, le Fossilarium appartient à une coalition de 8 musées scientifiques qui négocient ensemble avec le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation une démarche qui avance bien, selon l'agente de projet et conseillère scientifique André Naud, afin de recevoir une subvention récurrente en tant que musée de sciences. Mais pour le moment, la population est conviée à l'annonce officielle de la subvention mesure transitoire, en présence du député et ministre Luc Blanchette et autres invités. Ça va se passer le vendredi 25 mai à 10h30. Les activités estivales vous seront aussi dévoilées. L'organisme Pour tous les bouts de chou annonce un profit de 23 500 $ amassé le 12 mai dernier lors du Challenge des Jardins qui avait lieu au parc Philippe-Barrette à Témiscamingue. Les fonds amassés seront utilisés pour maintenir les services et activités offerts gratuitement à la communauté par l'organisme.
Pour cette 6e édition, près de 300 coureurs ont pris le départ pour les distances du 21,1 km, 10, 5 et 1 km familial. 42 de ces coureurs ont eu la chance de monter sur le podium pour recevoir une médaille d'honneur. Une belle fleur était aussi remise à la ligne d'arrivée à toutes les mamans pour souligner la fête des mères. Chez les hommes, M. Alex Manzi de Ville-Marie a franchi la ligne d'arrivée en première position du demi-marathon, parcourant la distance en un temps de 1 heure et 24 minutes. Pour sa part, M. Michael Perron de Notre-Dame-du-Nord a parcouru le demi-marathon en 1 heure 31 minutes et finalement Éric Plot de Témiscamingue en 1 heure 40 minutes. Du côté féminin, Marie-Christine Boivin de Témiscamingue a complété le demi-marathon en 1 heure 53 minutes. Pour sa part, Cathy Vint de North Bay a terminé sa course avec un chrono de 1 heure 55 minutes. Et finalement, c'est André Cloutier de Ville-Marie qui s'est mérité la médaille de bronze avec un temps de 2 heures 3 minutes. Vous êtes d'ailleurs invité à visiter la page Facebook de Pour tous les bouts de chou pour connaître le nom des gagnants dans chacune des catégories. Aussi, l'organisme invite les athlètes à continuer de s'entraîner, à maintenir de saines habitudes de vie et à se garder en forme. La table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue a organisé la semaine dernière un événement de reconnaissance où 75 bénévoles étaient rassemblés à Ville-Marie. Selon les informations recueillies par Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, la table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue souhaite valoriser et honorer le travail de ces bénévoles. Plusieurs bénévoles sur place ont pu témoigner de leur expérience. Le programme intitulé « Bénévoles à découvrir » s'inscrit dans une série d'activités que souhaite mettre en place la table de concertation pour les personnes âgées du Témiscamingue. Plus de 50 bénévoles travaillent de façon permanente pour la table de concertation pour les personnes âgées du Témiscamingue. L'âge de la plupart de ces bénévoles dépasse les 70 ans. Ils aident ensemble les personnes âgées à se déplacer, se nourrir et obtenir des soins. D'autres événements sont à prévoir pour les bénévoles, tels que des activités de formation. Et nous vous rappelons aussi que la table de concertation des personnes âgées a récemment lancé le défi bénévolat en vous engageant à faire un minimum de 4 heures de bénévolat d'ici octobre 2018. Vous courez la chance de gagner des prix en argent. Voyez tous les détails auprès de l'organisme ou encore sur sa page Facebook. La municipalité de Laniel est heureuse d'inviter la population du Témiscamingue et des environs à venir célébrer avec elle la préouverture du Parc national d'Opémican. Les célébrations auront lieu le 23 juin prochain à 10 h au Parc de la Promenade à Laniel. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter d'activités autant pour les enfants que pour les plus grands, comme du tir à l'arc, des tours en canot, démonstrations de paddleboard, des lectures de contes algonquins, des ateliers d'artisanat et des tours en carriole. Pour les amateurs de plein air, quelques conférenciers seront sur place pour satisfaire leur curiosité. Parmi ceux-ci, notons José Média Villa, qui parlera de ses expériences de découverte en kayak de la majestueuse rivière Kipawa. De son côté, Diane Moreau, auteure et aventurière, nous racontera ses expériences de plein air. Pour ceux qui sont inspirés par ces aventures, France Lemire nous présentera l'application Accès plein air qui permet de planifier vos itinéraires de sortie en plein air, en canot, en vélo, en randonnée ou autre. Finalement, il y a Tommy Saint-Laurent du Labyrinthe des insectes qui nous parlera du monde fabuleux des insectes. Les enfants seront sûrement impressionnés par ces nombreux spécimens. Les visiteurs pourront également visiter le poste d'accueil de Laniel et s'informer des activités offertes pour la saison 2018 et sur ce qui les attend pour l'ouverture complète du parc en 2019. De plus, entre 11 h et 14 h, les visiteurs pourront suivre un parcours gourmand de 6 stations pour goûter à des bouchées à saveur locale. Il y aura aussi un souper et une soirée sous le chapiteau. Notez que des coûts sont reliés à certaines des activités. Pour plus de détails, suivez la page Facebook Laniel Fête Opémican. Face à la forte volonté de la Première Nation de Québec de s'impliquer dans le parc Opémican, les deux parties se sont associées pour offrir une formation sur mesure aux habitants de la communauté autochtone. Tel qu'indiqué par le journaliste Guillaume Gonzalez dans un article du journal Le Reflet, cette formation se veut une préparation à l'employabilité en parallèle d'une francisation des élèves, la langue française étant l'obstacle principal des habitants de Québec pour postuler pour un emploi à la CEPAC. Ainsi, les 8 élèves inscrits suivent actuellement des cours de français depuis la mi-avril au sein de la communauté, dispensés par des formateurs du Conseil scolaire autochtone de Lac-Simon. Des heures de préparation à l'emploi, toujours en français, sont aussi prévues afin de sensibiliser les élèves sur les attentes d'un employeur.
Par la suite, dès le début juin, les élèves seront en stage sur le site du parc, jumelés avec des employés pour les assister dans leur poste spécifique. De simples observateurs au départ, l'élève pourra, au fur et à mesure du stage, interagir et effectuer des tâches précises relatives à la fonction du poste. À la fin du programme, les élèves recevront un certificat de français langue seconde et un certificat de métier semi-spécialisé, tous les deux sanctionnés par le ministère de l'Éducation. Ce programme est aussi rendu possible grâce à l'implication de partenaires comme la Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire, le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes, la Commission des développements des ressources humaines des Premières Nations du Québec, le Centre régional d'éducation aux adultes Kitiamik de Lac-Simon et Tourisme autochtone Québec. Le comité municipal de Laniel souhaite faire le point sur l'accès aux quais publics situés aux abords de la route 101 sur le territoire de Laniel. Par voie de communiqué lors de la journée d'ouverture de la pêche estivale, le comité municipal de Laniel a dit trouver regrettable que le propriétaire, adjacent au droit de passage pour aller aux quais publics, installe à nouveau des pancartes d'interdiction de passage, créant ainsi une tension et un malaise auprès des plaisanciers. Afin de clarifier l'accès aux quais publics, le comité municipal de Laniel s'est vu contraint de procéder à la pose d'une affiche pour indiquer aux utilisateurs le droit de passage. Ainsi, à l'entrée du chemin menant au quai public et en amont de la propriété du citoyen interdisant le passage, une affiche bilingue y sera installée. Le comité municipal, en collaboration avec la MRC de Témiscamingue, travaille à clarifier la situation en impliquant une ressource juridique et ainsi tenter de mettre en place une entente permanente pour éviter toute situation conflictuelle. En ce sens, le comité municipal de Laniel demande la bonne collaboration et l'indulgence du propriétaire concerné pour éviter toute tension entre les citoyens et les utilisateurs du quai public, et ce, afin de prévenir contre toute circonstance malencontreuse. La MRC de Témiscamingue, par l'entremise de son technicien en prévention incendie, tient à rappeler qu'avec l'arrivée du printemps, la SOPFEU et les pompiers municipaux interviennent sur des nombreux incendies causés par la perte de contrôle d'un brûlage. Avant de brûler vos résidus tels que l'herbe, les feuilles et les branches mortes, optez plutôt pour ces alternatives, soit utiliser les cueillettes de résidus verts, les bacs verts, apportez les résidus à l'écocentre ou encore faites du compostage domestique. Lorsqu'un citoyen désire brûler un résidu, une demande de permis de brûlage à la municipalité locale doit être faite. Cette demande de permis est gratuite et permet d'informer les pompiers qu'un brûlage a lieu sur le territoire. La municipalité peut alors faire un suivi sur le moment du brûlage, le contenu et la quantité à brûler, tout en s'assurant que le propriétaire respecte les consignes de la SOPFEU. Elle peut aussi s'assurer que ce dernier possède les équipements de protection et d'extinction nécessaires pour contrôler tout débordement. Cette façon de faire permet d'éviter d'appeler le service incendie et alors engendrer des frais inutiles à la municipalité. Toutes les municipalités du Témiscamingue ont adopté le règlement sur la prévention des incendies. Ce dernier fait état des demandes de permis de brûlage et des restrictions qui s'appliquent. Ainsi, un citoyen qui omet de se conformer à ce règlement peut faire l'objet de conséquences de la part de sa municipalité en vertu du code d'application que cette dernière s'est donné. Les conditions printanières rendent la forêt particulièrement vulnérable en raison de la sécheresse des éléments au sol, les branches, les feuilles, l'herbe. Un feu peut plus facilement s'y propager. Conséquemment, lorsque vos résidus brûlent, évitez de quitter les lieux et ce même pour quelques minutes. Une perte de contrôle est vite arrivée. Pour de plus amples informations au niveau de la prévention des incendies, la MRC de Témiscamingue vous invite à contacter son technicien, M. François Gingras. Le service incendie de votre municipalité peut aussi vous renseigner à ce sujet. D'ailleurs, selon le site Internet de la SOPFEU, en moyenne, 71 % des incendies de forêt allumés en Abitibi-Témiscamingue sont de cause humaine. Plusieurs des incendies allumés dans la région pourraient être évités. En effet, 34 % surviennent lors d'activités de récréation, notamment en raison d'articles de fumeurs, de feux de camp mal éteints ou même de VTT. S'ajoutent à ce nombre les incendies causés par des résidents, entre autres lors du brûlage de nettoiement. La SOPFEU met à la disposition de la population plusieurs outils afin de prévenir les feux de forêt, tels que sur son site Internet ou encore son application mobile. Ceux-ci permettent de s'informer sur le danger d'incendie et ainsi de prendre une décision éclairée lors de l'allumage d'un feu de joie, par exemple. Depuis le début de la saison de protection, 102 incendies ont affecté 70 hectares de forêt au Québec.
Autre sujet maintenant, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Luc Blanchette, le député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, et le député d'Ungava, Jean Boucher, s'inquiètent de la volonté de l'opposition de réformer le mode de scrutin qui mènera à l'abolition de 2 circonscriptions dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, diminuant ainsi leur poids politique à l'Assemblée nationale. Rappelons que le 9 mai dernier, les partis d'opposition se sont engagés à déposer un projet de loi dès la première année de leur mandat respectif, faisant passer le nombre de circonscriptions de 125 à 75. Ainsi, la proposition de la CAQ et du PQ éliminera 50 circonscriptions électorales pour les remplacer par des sièges qui seraient déterminés à l'aide d'une liste choisie par le parti politique. Ceux-ci seraient regroupés en 8 régions, ce qui représente un nombre considérable d'électeurs et couvrirait des territoires immenses. Voici à ce sujet la citation de M. Blanchette. « L'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec représentent des territoires extrêmement vastes et en tant que ministre responsable de ces 2 grandes régions, je peux vous confirmer que chacun des 4 comtés ont des dynamiques et des particularités uniques. Il est évident qu'un tel changement affecterait la capacité du député à bien représenter sa propre circonscription et donc à défendre les intérêts de ses citoyens et citoyennes à l'Assemblée nationale. » Fin de la citation de M. Luc Blanchette. Le projet Retour à l'école invite les familles à faible revenu du Témiscamingue à s'inscrire sur ces listes pour obtenir une aide financière en prévision de la rentrée scolaire de septembre prochain. Selon les informations recueillies par la journaliste Tania Neveu de ICI Radio-Canada, l'initiative est née en 2010 à l'église de Témiscamingue. Les familles de partout au Témiscamingue qui remplissent certains critères peuvent recevoir un bon d'achat de 75 $ par enfant du primaire jusqu'au secondaire. La coordonnatrice du projet, Mireille Lepage, a indiqué qu'en moyenne, une 60aine de familles bénéficient de l'aide financière chaque année. Plusieurs entreprises ainsi que des municipalités sont sollicitées pour aider à amasser les dons. Des collectes de fonds sont également organisées chaque année. Pour inscrire votre enfant au projet Retour à l'école du Témiscamingue, il faut remplir le formulaire d'inscription avant le 31 juillet prochain. Pour toute question ou information, vous téléphonez les responsables. J'ai 2 numéros de téléphone à vous donner, soit le 819-625-2392 ou encore le 819-629-3033. Vous pouvez aussi visiter le site web www.eedt.org ou suivre le groupe Facebook Projet Retour à l'école au Témiscamingue. En terminant, l'entreprise Ferme l'Unique a récemment reçu 25 857 $ du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et 10 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour réaliser une étude de faisabilité. Cette étude a permis à l'entreprise d'entamer du bon pied son positionnement dans les marchés ontariens. Tel que décrit par la journaliste Lucie Charret de La Frontière, une trieuse optique d'une valeur de 750 000 $ est en fonction depuis 3 semaines chez Ferme l'Unique à Saint-Eugène-de-Guigue. Il s'agit d'un signe concret que l'entreprise a amorcé le développement de nouveaux marchés. Jean-Luc Barry, copropriétaire de Ferme l'Unique, a précisé que l'entreprise ne pouvait pas vendre la pomme de terre grelot ici, n'étant pas accréditée pour ce format par les grossistes au Québec. En Ontario, c'est possible. Ce nouveau marché répond à un besoin pour l'entreprise car elle va distribuer tout ce qui sera produit. Les ventes augmenteront pratiquement de 25 %. Éventuellement, Ferme l'Unique cultivera des plants de pommes de terre grelots, mais pour le moment, l'entreprise met en marché les petites pommes de terre qui ne se classaient pas dans les formats standards. Parallèlement, Ferme l'Unique s'attaque au marché des boîtes de 50 livres de pommes de terre où le consommateur les achète en vrac. À peine la trieuse optique est-elle entrée en fonction à la fin d'avril que Ferme l'Unique envisage déjà de lancer un nouveau produit dès le printemps prochain. Il s'agira d'une pomme de terre préemballée dans du papier aluminium pour cuire au four ou sur le barbecue. D'ailleurs, nous vous invitons fortement à faire la lecture complète du reportage de Lucie Charret sur le site Internet de La Frontière. Vous pourrez voir aussi une petite histoire sur la Ferme l'Unique qui a démarré ses activités en 1979. Et voilà ce qui complète InfoTémis. Sachez aussi que ça complète la saison régulière. InfoTémis qui fait relâche pour la période estivale. On va se retrouver dès septembre prochain. D'ici là, continuez de suivre notre programmation au canaux 97 et 22 sur le câble et aussi en direct sur notre site Internet témis.tv. Toute l'équipe va profiter de l'été pour produire des émissions et du contenu nouveau que nous vous présenterons dès la saison prochaine. Là-dessus, on vous souhaite de passer un bel été. Soyez prudents, soyez surtout heureux. Bye bye.
Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.